En décembre dernier, nous sommes allés interviewer Ibrahim Malouf au sémaphore de Sébaza, à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand. Il nous a parlé de sa musique, de son engagement dans l'enseignement et dans la transmission de l'art de l'improvisation. On a également eu l'opportunité de discuter de ses projets. Profitez! Bonjour Ibrahim et bienvenue à Clermont-Ferrand, à Sébaza pour être plus précis. Bonjour. Ibrahim, depuis 2006, on a eu droit quand même à pas moins de 6 albums et plusieurs collaborations artistiques, toujours avec autant d'éclectisme et de richesse musicale qui marient méditation et sérénité avec fougue et dynamisme. Sur le plan de la composition et de l'inspiration, sur quels éléments te bases-tu pour atteindre ce résultat aussi contrasté ? Je crois qu'il n'y a rien de plus excitant quand tu crées quelque chose, de pas trop te poser de questions et de faire confiance un peu à la culture qui t'a construite, ou aux cultures qui t'ont construite, au répertoire que tu connais, à tout ce que tu as pu jouer précédemment. Et en faisant confiance à tout ça, quand tu crées à travers une forme de spontanéité que moi j'appelle l'improvisation. Et je crois que c'est à la base de un peu tout ce que je fais, en fait, tout ce que j'écris. Tout mon travail est fait de manière très spontanée, très improvisée. Et après, je les retravaille évidemment, et j'en fais après quelque chose de plus construit et de plus organisé. Mais au départ, ça part toujours d'une improvisation. D'accord, on aura l'occasion de parler d'improvisation tout à l'heure. Les influences arabo-andalouses sont immanquables dans ta musique, compte tenu de ton parcours et de cette ambiance orientale dont tu es certainement imbibé. Cependant, j'ai remarqué qu'il y a également une influence rock indéniable. Je me permets de citer le morceau Beyrouth, qui finit dans une explosion rock mélancolique et vociférante. On revoit ce schéma pas mal dans plusieurs morceaux. Est-ce un choix compositionnel basé sur des influences ou une évolution cohérente dans le sentier de tes inspirations? Et ça se coupe un peu avec la réponse à ta première question. Mais en fait, je crois que quand on essaie d'être naturel, quand on essaie d'être sincère, on parle comme on est. Et dans la musique, quand je parle avec la musique, je parle comme je suis. Et dans la musique, il se trouve que mes langues maternelles sont la musique arabe et la musique classique occidentale. Et je crois que ça s'entend dans mon travail. Donc c'est comme un accent, en fait. C'est pas comme... Il n'y a pas de travail d'analyse à forcément faire. C'est avant tout quelque chose de sincère et de transparent. Et quand je m'exprime musicalement, j'ai des accents, comme on en aurait quand on parle. Et c'est ça qu'on entend, en fait. C'est ce que tu appelles, toi, les influences arabo-andalouses ou orientales. Moi, pour moi, c'est ma culture arabe, c'est ma langue maternelle. Voilà. Le jazz fusion est un style musical qui séduit de plus en plus de monde parmi les amateurs, aussi bien aussi parmi les professionnels. Snarky Puppy, groupe de fusion assez actif en ce moment, surfe sur une vague assez similaire à la tienne, dans l'idée de mélanger les styles et laisser libre cours à son imagination artistique. On a eu l'occasion d'échanger avec Cory Henry, le clavettiste du groupe, et on se demandait si le jazz n'était pas en train de connaître une évolution assez singulière, grâce à certains pionniers, dont toi certainement. Le classique jazz est-il voué à la désuétude et à la nostalgie du bon vieux temps? Penses-tu que la fusion est l'avenir du jazz? Puriste sensible, s'abstenir bien sûr. Mais pour moi, il y a... Non, surtout puriste sensible, ne vous abstenez pas et surtout lâchez-vous et venez participer à cette grande fête. Et cette grande fête, pour moi, c'est un mouvement naturel. C'est presque... comment dire? Jazz fusion, c'est presque... Ça veut presque rien dire en fait, parce que comment une culture ne pourrait pas être en fusion avec des choses? Les cultures se renouvellent à travers la fusion, à travers les métissages, à travers le renouveau, c'est forcément un fusionnement avec quelque chose. On ne crée pas quelque chose à partir de zéro, de rien du tout. Il y a toujours des influences, une culture, quelque chose qui est là, inhérent, d'autres cultures auxquelles on s'intéresse et on s'en approche et on crée des choses, on crée des idées. Donc pour moi, le terme fusion, pourquoi pas l'utiliser? Parce que comme ça permet aux gens de prendre conscience qu'il y a une fusion qui est en train de se faire. Mais globalement, la fusion, elle devrait être partout où il y a de la création. Le problème, par exemple, de la musique classique, c'est, contrairement au jazz, et je pense que c'est de ça que tu parles, mon avis, hein, je le dis en toute humilité, parce que voilà, encore une fois, j'ai grandi pendant 25 ans, 27 ans même dans la musique classique, donc je connais bien ce milieu-là. J'ai étudié au Conservatoire de Paris, j'ai fait beaucoup de ce qu'on appelle les concours internationaux, j'ai eu mon prix au Conservatoire, fait de l'analyse, etc. Enfin bref, j'ai pas fait mon CV là, mais j'ai une expérience de la musique classique qui est assez, assez poussée. J'ai enseigné dans les conservatoires supérieurs, etc. Donc je connais bien ce milieu, mes parents viennent de là aussi et tout ça. Donc, et il y a quelque chose que j'ai constaté dans la musique classique qui, je l'espère,
ne va pas se passer dans le jazz, peut-être grâce à la jeunesse du jazz, c'est que le renouvellement de la musique classique, surtout ces 150 dernières années, s'est fait à travers l'écriture, à travers la culture musicale, à travers l'expérience des grands compositeurs qui ont existé depuis le Moyen-Âge jusqu'il y a 150 ans, voilà, jusqu'à peu près milieu du 19e siècle, début du 20e. Il y a eu un renouvellement à travers la théorie, à travers l'écriture, à travers la science de l'écrit, mais on a perdu le métissage avec les cultures populaires, avec l'oralité, avec toutes les traditions du monde. Et c'est pour ça, moi c'est mon avis, c'est pour ça que la musique classique a complètement perdu et un sens de la créativité qui soit beaucoup plus populaire et un enthousiasme de la part des jeunes qui, au début, combien il y a d'inscrits, des jeunes qui ont envie d'aller dans les conservatoires et de s'inscrire, de faire des instruments de musique, qui au bout de la fin du premier cycle, en second cycle, abandonnent alors qu'ils ont encore 10 ou 12 ans. Pourquoi ils abandonnent? Comment ça se fait alors que quand ils étaient jeunes, ils avaient super envie d'en faire et ils mouraient d'envie d'en faire? Ça vient de quoi? Ça vient d'une manière de leur faire travailler leurs instruments et leur culture qui est, et c'est très bien aussi, dans le respect de l'histoire de la musique, dans le respect de la théorie musicale, du solfège, etc. Sauf qu'à un moment donné, on perd la réalité. La réalité, c'est quoi? Les jeunes, ils ont envie de jouer de l'art populaire aussi. Et on oublie ça. Ce qui ne se passe pas avec le jazz. Avec le jazz, on est malgré tout encore un tout petit peu, fidèle à l'origine même de la création musicale. Le jazz, ça s'est fait dans la rue, ça s'est fait dans les clubs américains, dans les petits clubs. Et c'est de l'art populaire au départ. Alors c'est vrai qu'il y a une branche qui s'est plus spécialisée, qui est devenue plus perfectionnée, peut-être plus scientifique, qui est devenue plus une forme d'élitisme, une science du jazz avec une histoire, avec un vrai sens musicologique. Et comme tu dis, moi et plein d'autres, on est dans une autre branche qui est celle qui a envie, qui a beaucoup de respect pour l'autre, évidemment, et qui pense que c'est indispensable et super important que ça continue, mais qui n'a pas peur de se dire, nous, on a envie aussi de s'inscrire dans quelque chose de plus proche de ce que les gens écoutent au quotidien, de quelque chose de plus populaire. Et peut-être qu'en effet, je ne sais pas si ce que tu dis, toi, je ne sais pas si tu as raison, mais j'espère que oui, mais c'est vrai qu'on a l'impression que maintenant, ça se décomplexe un peu. C'est-à-dire que dans le milieu du jazz, il y a des gens qui au début n'étaient pas d'accord avec ça, mais ça a toujours existé, mais qui maintenant du coup se calment un peu et se disent bon, c'est vrai que ces gens-là, dont je fais partie, et plein d'autres, peut-être malgré tout participent à une forme de démocratisation du jazz, une forme de vulgarisation, mais dans le bon sens, de cette musique qui fait qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont dans les rayons, dans les magasins pour acheter des disques, qui fait qu'il y a plus de gens qui vont écouter des concerts, et du coup le jazz continue à vivre peut-être un peu plus, et pourvu que ça continue. Et rien n'empêche que les deux vagues coexistent en fin de compte. Tout à fait. Parlons un peu de ton activité dans le cadre de tes projets d'enseignement. Tu es un grand féru de masterclass et d'improvisation collective ou individuelle. Je partage complètement ton avis par rapport au fait que la musique soit une expression sincère et spontanée d'un ressenti ou d'un vécu, comme tu nous l'as expliqué tout à l'heure. Et c'est ce qui fait l'originalité et la plasticité de la musique moderne, mais de la musique de façon générale. Ça a été le cas pour toutes les musiques traditionnelles il y a plusieurs siècles, et ça s'est basé sur cette spontanéité. Et je me demandais d'où vient cet attachement si fort à cette idéologie de la pédagogie, de l'apprentissage de la musique, dans l'improvisation en particulier. Voilà, j'irai pas jusqu'à dire idéologie, mais c'est quand même une forme de militantisme, tu as raison, je me bats vraiment pour ça. Pourquoi? Parce que je pense que ça part de quelque chose. Quand j'étais jeune, que moi, mes deux parents sont musiciens. Mon père joue de la trompette, ma mère du piano. Dans la famille, la musique avait une place prépondérante et moi je faisais des orchestres. Je voyais mon père avec ses élèves au conservatoire, il faisait des ensembles de cuivre et tout, j'adorais ça. Et c'était ma culture, j'adorais vraiment ça. Ça faisait partie de ma vie, c'était presque inhérent à mon quotidien. Je ne pouvais pas envisager la vie autrement qu'avec ça. Et j'allais à l'école, et quand je parlais à mes copains ou à ma famille de ça, pas ma famille, à mes copains ou aux gens qui étaient dans ma classe de ça, j'étais un martien. C'est-à-dire j'étais vraiment le mec un peu bizarre qui fait un truc, la trompette, je sais pas quoi. Et
alors je comprenais pas, je me dis mais il y a un décalage quand même entre ce que moi je vis et ce que vivent mes copains ou les gens avec qui je suis en cours à l'école. Il y a un monde entre nous, quoi. Et pourquoi? Et en grandissant, j'ai compris d'où ça venait. J'ai compris que c'était le regard que portent les gens, et notamment j'imagine leurs parents du coup, sur la musique classique, sur la nécessité d'apprendre à jouer d'un instrument. Tu vas dans la rue, tu demandes si quelqu'un connaît Beyoncé ou si quelqu'un connaît Jay-Z, bah, tout le monde connaît, même une femme de 80 ans va te dire bah oui, je vois qui est Beyoncé. Même une petite fille de 5 ans va te dire ouais, j'adore Beyoncé. Tu demandes à n'importe qui, est-ce que tu vois ce que c'est à peu près un hautbois ou un basson? Je pense que les gens, ils ne sauraient absolument pas ce que c'est. Et moi, je trouve ça dommage parce qu'en fait, l'un ne peut pas vivre sans l'autre. La création artistique doit commencer quelque part. Les orchestres, c'est une culture vieille de plusieurs siècles qu'on est en train de perdre complètement. Les orchestres disparaissent en France. Les orchestres disparaissent à tour de bras. En France, partout d'ailleurs, pas qu'en France. En Allemagne, je crois que l'année dernière, 40 orchestres ont été fermés. En France, il y a plein d'orchestres qui sont sur un siège éjectable actuellement et qui pourraient basculer du jour au lendemain pour une question de changement de mairie ou je ne sais quoi. Les conservatoires ont de moins en moins de budget. Tous les ans, on leur coupe leur budget. D'un seul coup, il y a toute cette culture qui fait partie de notre culture. Moi, je suis autant français que libanais, donc je vis la culture occidentale de manière viscérale. C'est ma culture aussi. Et j'ai l'impression que les gens n'en ont plus rien à faire, en fait. Et ça me fait peur. Ça me fait peur. Je me dis que on va grandir avec une génération d'enfants qui pensent que la musique, c'est appuyer sur un bouton et faire comme ça avec sa tête et danser pendant des heures. Non, ça existe et c'est super parce qu'il faut que ça existe, parce que ça fait danser les foules et qu'il faut avoir des moments comme ça. Mais c'est pas ça, les amis, la musique, c'est pas ça. La musique, c'est de la création, c'est de la créativité. C'est comme prendre plein de crayons de couleur et apprendre à dessiner. Voilà, et j'ai envie, je milite pour que les gens retrouvent cet amour des instruments de musique qui en fait risque de disparaître complètement. Et voilà, moi je suis instrumentiste aussi et voilà pourquoi. Dans ce contexte, tu organises une improvisation géante le 8 février prochain à la Grande Halle de la Villette. Toute l'équipe de Mélomanes te soutient dans ce projet. Je pense que ce serait un grand pas dans l'enseignement de la musique que de réintroduire l'improvisation, je dis bien réintroduire, à tous les niveaux de l'enseignement, même à la maternelle. Et on essaiera d'être présent. Moi personnellement, en tout cas, je m'engage à être présent avec ma guitare. Donc on essaiera de couvrir l'événement comme on peut. Et j'ai vu qu'il y avait une possibilité de créer un record du monde pour la plus grande improvisation du monde. Complètement. Et non seulement vous pouvez venir avec une guitare, tu peux venir avec une guitare, mais on peut aussi venir sans instrument de musique. On n'est pas obligé d'être un instrumentiste pour savoir improviser. On peut improviser avec les mains, avec la voix. On peut improviser avec plein de choses. Et l'idée, c'est que toute personne qui a envie de venir participer à cette grande fête qui, à mon avis, va être historique. On est déjà à plus de 1000 inscrits. C'est dans 2 mois et demi. Je pense qu'on peut viser encore plus haut. Vous imaginez un orchestre, je ne sais pas combien on va être, mais imaginez qu'au final on soit 2000. Imaginez un orchestre de 2000 personnes qui improvisent. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire. Globalement, dans l'histoire, ça n'a jamais été fait. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de marquer les esprits. Voilà, de faire une grosse fête, une vraie fiesta de l'improvisation, marquer les esprits et en effet essayer, on invite la ministre de la Culture, enfin en tout cas le bureau de la ministre de la Culture, on invite plein de gens, la presse va être là aussi, beaucoup de gens vont être là. L'idée c'est que tout le monde peut improviser, que vous soyez un enfant, un adulte, une personne moins jeune, que vous soyez musicien ou pas, que vous soyez juste mélomane ou un grand professionnel de la musique, ou juste un débutant ou rien du tout. Même des danseurs nous rejoignent. Tout le monde est invité et convié parce que c'est un message qu'on doit tous en fait faire passer, pas juste les musiciens. Les musiciens ne sont presque que les victimes un peu de cette situation, mais tout le monde est concerné au final. On a vu qu'on pouvait improviser aussi avec des instruments, enfin pas des instruments, mais plutôt des outils de cuisine. J'invite tout le monde à aller voir la vidéo sur le teaser de cette grande improvisation. Ibrahim, as-tu regardé le film sorti en 1951 qui rapporte les psychédéliques aventures d'Alice au Pays des Merveilles? Je crois que j'ai vu des extraits, mais je ne l'ai jamais vu en entier. Eh bien, je t'invite à le regarder quand même, parce que c'est un film qui n'est pas vraiment destiné aux enfants, à mon avis. Tu l'auras deviné, je veux un peu parler de ton projet en ce moment actuel, relativement récent, avec Oxmo Puccino, qui est une revisite du monde d'Alice au Pays des Merveilles, voilà, dans une ambiance jam, slam, hip-hop, si j'ose dire. Classique aussi, jazz aussi, funk, soul. Il y a beaucoup d'influences dans ce gros projet.
Exactement. Et le seul point, c'est juste pour en parler, il y a Walt Disney, quand il a imaginé ce projet, il a créé un décalage entre la symbolique de ce film et le fait que ce soit dans un dessin animé, que ce soit dans des couleurs un peu criardes, qui puissent éventuellement parler aux enfants. Mais je pense que c'est plus adressé aux gens, disons, moins jeunes, ce film-là. Et quand j'ai écouté quelques extraits de ton travail avec Oxmo, j'ai remarqué que c'est un peu plus, disons, adulte, lugubre, dans le domaine de la composition. Ça efface en quelque sorte ce décalage qui avait été mis en place à l'époque par Walt Disney pour planter un décor, voilà, comme j'ai dit, un peu plus adulte et plus cohérent quant au symbole que véhicule ce dessin animé, qu'en penses-tu rapidement? Mais oui, complètement. En fait, on avait envie avec Oxmo, je crois, de retraiter cette histoire d'Alice au Pays des Merveilles à notre façon. Et ce qui se passe, c'est que malgré les 2 siècles qui nous séparent de l'œuvre, de la création de l'œuvre de Lewis Carroll, elle n'a jamais été autant d'actualité. Il y a un vrai parallèle avec les sociétés d'aujourd'hui, avec la société d'aujourd'hui, nos vies d'aujourd'hui. Et cet irréalisme du monde dans lequel on vit, qui n'a plus de sens pour bien de choses, bien des raisons. On peut se dire que finalement il était visionnaire, Lewis Carroll, hein. Mais il y a vraiment cette notion de la réalité qui d'un seul coup prend un sens extrêmement contemporain aujourd'hui. Et en fait, on a juste Oxmo, en fait, surtout lui sur les textes, mais moi à travers la musique, on a remis Alice dans son contexte, c'est-à-dire la réalité d'aujourd'hui. Et au final, la réalité d'aujourd'hui est tout sauf féerique. Voilà. Exactement, je précise que l'œuvre date de 1853. Si je ne me trompe pas, ça sera 1 ou 2 années près. Et pour finir, juste une dernière petite question, pour s'amuser un peu, après autant d'engagement. Quelle est la collaboration que tu aurais voulu mettre en place si tu pouvais citer un artiste disparu ou qui t'a beaucoup influencé dans ta carrière d'artiste, comme ça? Un rêve d'enfant peut-être? Honnêtement, j'ai jamais vraiment pensé les choses de cette manière-là. J'ai fait beaucoup de rencontres vraiment très excitantes, vraiment passionnantes ces dernières années. J'ai vécu tellement un choc émotionnel et tellement fort cette rencontre avec Lassa Dessela en 2004. Et Lassa nous a quittés il y a quelques années. Et j'aurais adoré la retrouver et refaire quelque chose avec elle, parce qu'elle m'a permis de grandir artistiquement. Je l'ai rencontrée au tout début, quand je commençais à travailler sur mon premier album, et elle a tout bouleversé, tout mon regard sur la musique et sur la manière de créer. Elle avait quelque chose d'unique, cette femme, qui nous a quittés beaucoup trop tôt. Elle avait 35 ans, je crois, 36 ans. Et voilà, une très très forte personnalité artistique. J'aurais adoré pouvoir la revoir aujourd'hui, lui dire: regarde là, ça, tout le chemin que j'ai parcouru depuis qu'on s'est rencontrés. Et maintenant, ça y est, je suis prêt. J'aimerais bien qu'on fasse un duo ensemble, mais voilà. Merci Ibrahim et bon concert. Merci à vous, merci beaucoup.